protège les autres en respectant les gestes barrières. Et nous partons pour la causerie matinale. Nos invités sur place, Sylvain Ichou, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers co-débatteurs, bonjour à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'être là ce matin. Donald Arossi, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs. Mathieu Bokor, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à Donald, bonjour à Sylvain, ravi de partager encore ce plateau avec eux. Merci beaucoup. Nous allons juste réagir par rapport à la question du jour. Nous avons suivi Jacqueline tout à l'heure. Mathieu Bokor. J'avoue, moi, cher. Oui, sur la question du jour, il était question de citer le nom des 5 doigts, les 5 doigts que nous avons, chacun de nous en a, et que elle s'est donnée à la tâche de recueillir la réponse auprès de nos concitoyens qui malheureusement se sont heurtés à de grosses difficultés par rapport au nom des 5 doigts. Je crois que c'est quand même normal pour le fonctionnement du cerveau de l'être humain. C'est quand même normal que l'on oublie ses connaissances de C1, de CE2 parce que vous pensez que c'est normal? Ah oui, c'est normal. L'oubli rentre aussi dans le fonctionnement normal de l'être humain. Et donc, à la fin, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans cette rubrique, c'est un peu ça. Quand on pose la question et que les concitoyens interviewés sont en difficulté, même s'ils arrivaient à trouver les bonnes réponses, c'est qu'elles se donnent le devoir de revenir sur les bonnes réponses qui regorgent donc cette question, histoire d'apporter un plus à la connaissance de la jeunesse et que aussi de nos téléspectateurs. Et je crois que ça a été quand même très ridicule au départ lorsque même des élèves, oui, c'est quand même banal la question. Mais franchement, ça a été de revenir sur ces notions et ça a été très intéressant. Donald, bon, je pense que Sylvain a dit l'essentiel. Ce sont de petites notions, de petites connaissances indispensables pour désigner quand même nos petits doigts quand on s'exprime. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ces petites connaissances, ces petites notions nous échappent. Donc, la question du jour nous a encore rafraîchi la mémoire et c'est bien. Très bien. Merci. Nous allons donc... je laisse Mathieu tranquille. Non, moi j'ai rattrapé à la fin, presque à la fin, parce que Jacqueline faisait sa conclusion déjà avant que j'entrais dans ce plateau. Donc je ne pouvais pas dire une grande chose, mais à suivre déjà mes confrères sur ce plateau, j'ai compris qu'il y a une question liée aux différentes parties de notre main, les doigts qui s'y trouvent, comment on les appelle. Je crois que lorsque nous entendions que chacun d'eux, Jacqueline, au jour le jour, qu'on le veuille ou non, par rapport à la question du jour, apporte un plus et il faut le reconnaître et ça enseigne, ça forme et ça nous renseigne aussi sur beaucoup de choses que nous avons ignorées et peut-être dès notre bas âge. Voilà. Nous allons, au cours donc de la causerie de ce matin, revenir sur cette note circulaire qui date du 2 septembre, l'échec dans les classes du CE1, CI, CME n'est plus possible au Bénin. La note circulaire signée du ministre de l'enseignement maternel et primaire, Karim l'inspecteur, Salman Karim, l'a bien stipulé, l'a bien expliqué. Il est demandé donc aux instituteurs de ne plus faire reprendre les classes aux écoliers selon le communiqué. Le programme en vigueur au Bénin depuis 1990 le permet bien. Nous allons en parler ce matin. Mathieu Bokor, oui, vous avez lu ce communiqué, vous l'avez lu, certainement relu. Quel est votre avis sur la chose et la faisabilité? Non, d'abord, quand le communiqué est sorti, tout le monde s'est inquiété. Il s'est posé beaucoup de questions parce que les gens se disaient si c'est un communiqué vraiment objectif et réfléchi. Mais lorsque nous avons eu le temps de suivre le ministre au cours de son point de presse du vendredi dernier, il est revenu de long en large sur les différents motifs qui auraient poussé le gouvernement à prendre cette décision.
Et vous savez, lorsque vous rentrez déjà dans la forme lorsque vous prenez le communiqué par rapport à la forme, il est important de savoir que c'est un communiqué bien évidemment réfléchi par les autorités. Les mots sont mis à leur place et les virgules sont mises à leur place. Et lorsque vous entrez dans le fond, vous pensez aussi que depuis quelques années, tel que vous venez de le dire, les programmes ne sont plus les mêmes. Au niveau ce que nous avons appris à l'école, ce n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'APC, approche par compétence. Et ce qui est différent de l'ancien programme, l'approche par compétence ne mérite pas nécessairement qu'on puisse revenir sur les anciennes notions qui doivent embrouiller les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont faits à telle enseigne qu'il faut les encadrer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir juste les aider à aller eux-mêmes. Eux-mêmes sont déjà, il est important qu'eux-mêmes fassent déjà leur recherche. Ce n'est plus l'enseignant qui doit nécessairement préparer toute une fiche comme d'habitude pour pouvoir venir déverser la théorie. Aujourd'hui, les enfants vont plus entre griffes vers la pratique. Ce qui a permis à l'autorité de dire, si aujourd'hui il y a un enfant qui est régulier à l'école, qui suit très bien ses cours à l'école, qui, au cours des évaluations plus ou moins sommatives dans les classes, on sent que l'enfant agit d'une manière ou d'une autre, on pense que l'enfant a déjà le niveau pour aller en classe supérieure. Et d'autres raisons qui auraient poussé aussi ce gouvernement, c'est que vous avez senti que au niveau de l'école primaire, les enfants, parce que pour raison de redoublement, abandonnent sans motif les écoles. Et ce n'est pas seulement qu'ici, aller dans les zones reculées, vous allez constater que les écoles, les établissements primaires sont désertés. Parce que les enfants, malgré leur intelligence, s'ils sont là, l'enseignant n'arrive pas à le coacher, n'arrive pas à lui montrer la voie qu'il faut. Et par conséquent, parce qu'on dit, vous êtes redoublé, lui se dit, voilà, c'est le découragement. Il faudrait qu'aujourd'hui, il y ait cet accompagnement psychologique des enfants pour pouvoir les aider à réussir. Je pense que c'est dans cette ligne droite que le gouvernement a pris cette décision, parce que le Bénin aujourd'hui est en train de regresser par rapport au taux, franchement, d'inscription dans les établissements. Il mérite que nous conservons nos enfants dans les établissements. En classe. Oui, Sylvain Ichou, l'enseignant aussi, ici sur le plateau. Cette décision, cette note circulaire a fait tiquer plus d'un. Beaucoup, ça suscite des interrogations. Vous en avez eu vous-même. Mais votre casquette d'enseignant aussi vous a rassuré, puisque vous êtes au cœur de la chose. Au contraire, ça ne m'a pas rassuré, mais plutôt ça m'a encore mis beaucoup plus d'interrogations dans ma tête. Parce que lorsque moi, je précise entre griffes que moi je suis dans le système au secondaire. Et là-bas, vous savez, ceux qui viennent au secondaire passent forcément par le primaire. Mais ce que nous voyons, ce que nous constatons de part, en ce qui concerne le niveau des élèves ici au Bénin actuellement, cette décision vient peut-être nous mettre encore, je le dis comme ça, l'autorité a bien des raisons sur sa décision. Il l'a expliqué. Il y a la pertinence de certaines raisons, de ces raisons d'ailleurs, j'allais dire, mais c'est sur le terrain, sur l'élite béninoise qu'on est en train de former, sur l'enfant béninois. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas encore trop à l'application ce que ça va donner. Mais d'avance, je dis que il y a beaucoup de problèmes quand on sait que les élèves aujourd'hui, en ce qui concerne l'écriture même, ça pose problème pour un enfant qui se retrouve en 6e. Vous mettez le coup au tableau, mais pour prendre note, ça pose souci sur certains élèves. Quand on prend le parler, le speech, il y a problème pour s'exprimer au niveau d'un élève qui se retrouve en 6e, mieux en 3e. Allez-y, à l'université aujourd'hui aussi, ça se remarque. Des gens qui ont le bac, mais qui ne peuvent pas tenir pendant 2 minutes une conversation en français. Je vous dis, cette décision, cette note, ceux qui s'inquiètent ont bien des raisons. Et je fais malheureusement partie de ceux qui s'inquiètent parce que nous savons à la pratique des enfants qui, ma foi,
le tamis qui se fait au niveau de des classes stratégiques en fait. Le CI, c'est ça qui prépare l'enfant. Le C1, c'est là l'enfant commence par recevoir les cours et mémorise et vient réciter comme on le faisait par le passé. C'est vrai que l'APC est venue, mais ces pratiques ne sont pas autant bannies. Quand nous nous retrouvons en classe de CM1, le CM1, c'est ça qui prépare le CM2. Et que l'enfant qui fait le CM1 normalement est bien, brillamment bien, donc se retrouve à décrocher son CEP avec brio. Et le ministre a eu à faire des remarques. Nous parlons peut-être de ce que nous constatons de par notre localité. Mais le ministre a une vue là sur le plan national. Et donc, la raison première... Il a les statistiques. Justement, la raison c'est que depuis 2017, il a fait que il y a le gouvernement qui met la pression sur la qualité de l'enseignement et que les différents examens nationaux doivent donner comme cela se doit. Et donc, quand un établissement ne donne pas un taux acceptable à un examen, le directeur est sanctionné ou bien est quand même a subi des sanctions disciplinaires. Alors, et donc, fort de cela, que les enseignants essayent de faire le tamis à partir de ces classes préliminaires-là, histoire d'avoir de bons produits en classe d'examen, le CM2 notamment, pour que les taux puissent être donc ce que ça doit. Je crois, ma foi, que ce processus est encouragé, histoire de faire que d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, lorsqu'on aura certainement fait ce tamis et que l'enfant béninois sait qu'il faut quand même mettre le paquet pour pouvoir passer le CEP, passer le BEPC, passer le bac, je crois qu'il doit y avoir un encadrement que les parents doivent mettre en place déjà à la maison pour appuyer l'enseignant à l'école, histoire que l'enfant qui se retrouve en classe de CM1 puisse avoir le niveau requis afin de pouvoir passer au CM2. Et donc, quand on saute ce verrou aujourd'hui, moi je crois qu'on ouvre la porte à tout venu dans nos classes d'examen de CM2 et bientôt on va nous dire peut-être que passer le CEP serait une formalité, je ne sais pas encore, mais j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à la faisabilité et aux produits que nous allons obtenir suite à cette décision quant à la qualité de l'enfant, quant à la qualité de l'élève béninois. Très bien, Sylvain Jou. Alors, Donald, si cette décision a été prise, nous l'avons, tout le monde est d'accord que certainement beaucoup d'autres paramètres ont été évalués. Le ministre, le gouvernement a une vision assez large de tout ce qui se passe. Et donc, depuis 90, avec l'avènement de l'APC, l'approche par compétence, la chose était faisable. Et il faut maintenant mettre ça en application et suivre de près voir ce que ça va donner. Parce que de 90 à aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Oui, de 90 à aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Nous avons eu la phase pilote, la phase expérimentale, j'allais dire, de l'approche par compétence. Et puis, on a fait les constats d'abord avant de commencer la mise en œuvre régulière de ce programme qui s'est véritablement généralisé à partir de 2005, je crois. Donc, aujourd'hui, c'est le système que nous utilisons aujourd'hui. Mais il faut quand même analyser un peu tout ce parcours pour voir ce que ce système nous a apporté en termes de quantité, de qualité des enfants, sinon des apprenants, des cadres que nous avons formés. Là-dessus, je reviendrai tout à l'heure. Mais il faut partir d'abord des éléments qui ont motivé la décision de l'autorité ministérielle. Et les éléments cités est que dans la note, l'autorité recommande l'application. Ça pose un petit problème dans l'analyse déjà, quand les gens en parlent. L'autorité recommande. Est-ce que ça veut dire que ça s'impose? Je ne sais pas. Peut-être que dans les échanges, on va essayer de sortir parce que le ministre recommande aux enseignants, selon des critères donnés, de faire passer les enfants en classe supérieure. À partir du moment où ces enfants auraient bien suivi les cours, auraient été très assidus. Et l'objectif visé, c'est de quoi? C'est de promouvoir l'éducation pour tous, tel que le ministre l'a expliqué. C'est de faire de telle sorte qu'il y ait beaucoup plus d'enfants à l'école, parce que déjà, on a dit que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Du coup, nous voulons quand même que l'enseignement de base soit quand même que tout le monde ait accès à l'enseignement de base. Et l'autre chose que les autorités ont quand même, sinon l'autorité ministérielle a énuméré aussi, est que
les jeunes et les adultes aient quand même la possibilité de faire le cycle de l'enseignement de base qui commence du primaire jusqu'au premier cycle du secondaire pour quand même avoir les attitudes nécessaires pour aller dans la vie active. Et puis, le dernier élément, c'est d'améliorer, d'accord, l'échec scolaire. Alors, quand je vois ces éléments qu'on a cités, je me dis, ça, ce sont les raisons évoquées. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que le taux d'échec est énorme. Alors, si le taux d'échec est énorme, ça, c'est une conséquence. Mais la cause va tout. Je pense que, ma foi, on s'est attaqué à améliorer la conséquence au lieu de s'attaquer à la cause. Et je vais essayer quand même d'énumérer certaines choses. Vous savez, à un moment donné, on a remarqué que le taux d'instruction des enfants, notamment des filles, était très faible chez nous. Du coup, plusieurs gouvernements, jusqu'à ce gouvernement qui a quand même intensifié les programmes, ont pris des mesures pour vraiment rendre véritablement effectif l'enseignement primaire gratuit et obligatoire. On a essayé de prendre d'autres mesures, par exemple l'instauration des cantines scolaires pour permettre à ce que les enfants restent à l'école. Parce que l'un des problèmes est qu'il y a le problème d'encadrement, mais il y a aussi le problème de moyens. Donc, on a joué sur ces éléments. Et quand nous regardons les résultats, c'est que nous avons gagné beaucoup plus en quantité, mais pas en qualité. La qualité requiert que aujourd'hui, nous ayons quand même des apprenants à partir de ce système qui est un bon niveau. Mais nous remarquons, et ça ne date pas de ce régime, depuis plusieurs années, que de plus en plus, le niveau des apprenants régresse. Le niveau des apprenants régresse. Et aujourd'hui, il est difficile de prendre un élève, c'est-à-dire quand vous regardez, c'est-à-dire une masse donnée, quand vous prenez des élèves qui ont le CEP aujourd'hui et vous prenez les élèves qui ont le CEP il y a 5 ans, c'est-à-dire il n'a pas marche. Il n'a pas marche parce que ça régresse. Alors, est-ce qu'il faut s'attaquer aux conséquences ou il faut œuvrer à améliorer, c'est-à-dire le cadre d'études des apprenants? Parce que le système de sous-cycle voudrait dire quoi? Que d'abord, le sous-cycle, c'est divisé au niveau du primaire, c'est à 3 niveaux. Nous avons le CI, le CP, le CP qui constitue le premier cycle, le premier sous-cycle, le CE1, le CE2 qui constitue le deuxième sous-cycle et le CM1, le CM2 qui constitue le troisième sous-cycle. Alors, on dit que l'enfant, s'il est assidu et régulier, qui passe automatiquement de CI au CEP. Alors, le système de sous-cycle requiert que pendant 2 années requises, que l'enfant quand même puisse assimiler le programme d'apprentissage qui concerne ce sous-cycle. Alors, à l'aune de ces 2 ans, si on fait passer l'enfant de CI au CEP et qu'en cas de CP, pour qu'il aille au CE1, on remarque que l'enfant n'a pas acquis le nécessaire pour monter au CE1. Qu'est-ce qu'on fera dans ce cas? Est-ce que l'enfant ne ferait pas, par exemple, 3 ans au CP, par exemple? Mais dans le même cas, si on continue et il fait l'effort, il franchit le cap de CP pour aller au CE1, le système voudrait que s'il a été régulier, même s'il n'a pas le niveau nécessaire, qu'on le fasse franchir encore ce niveau pour aller au CE2. Il y a aujourd'hui que l'accompagnement des parents, c'est-à-dire quand on parle d'enseignement, du passage des enfants, le travail ne se repose pas seulement sur le gouvernement ou sur l'enseignant ou le directeur d'école. Oui, mais je vais finir rapidement pour dire que le système voudrait que l'enseignant ait un œil sur ses enfants, les suive, sur le cycle. C'est ce que recommande le programme de sous-cycle, au fait. Pour être sûr que sur les 2 ans, l'enfant ait le niveau. Ce qui voudrait aussi dire que ce serait bien que quand les enfants passent de CE1 au CEP, que l'enseignant les suive dans la classe suivante pour mieux encore les surveiller et pour mieux les suivre. Mais est-ce que dans notre système, est-ce que c'est possible? Je ne vois pas que ça soit possible. Et l'autre question aussi... Vous n'avez pas suffisamment l'information qu'il faut, peut-être. Mais attendez, nous, dans le système, on n'a pas vu des enseignants qui nous ont suivis de CI au CEP. Et aujourd'hui, c'est rare aussi, on ne voit pas ça. Il ne faut pas voir le mal partout. Je comprends les inquiétudes de mes chers confrères, Donald et puis Sylvain ici en plateau, mais il est aussi important de voir que il n'y a pas une décision qui soit prise au hasard. Et le hasard, aujourd'hui, avec ce gouvernement, pour moi, n'existe pas. Et vous savez, la décision qui a été prise
requiert d'une origine. Déjà, le gouvernement anticipe, et déjà avec les recrutements des enseignants. Avant, tout le monde est enseignant. Avant, tout le monde est enseignant. Il suffit d'avoir votre BEPC et de faire une petite formation de recyclage quelque part dans une rue et vous devenez instituteur. Il suffit d'avoir juste votre licence, peut-être en INS faculté, et vous devenez enseignant de français. Aujourd'hui, le gouvernement a essayé de régler tous ces paramètres-là. Et je crois que c'est déjà un pas pour aller vers cette conséquence dont vous parlez. Parce qu'aujourd'hui, quel genre d'enseignants avons-nous? Il ne faut pas axer le débat seulement sur les enfants. Parce que les enseignants aussi, quelle qualité d'enseignants aujourd'hui enseignent nos enfants. Et pour corriger, avant bien évidemment, et pour corriger ce tir, le gouvernement a pris toutes les dispositions possibles pour pouvoir améliorer le système éducatif. Et ce qui est évident, vous-même, de vous à moi, vous en connaissez quelque chose. Aujourd'hui, il y a une base de données qui se trouve au niveau du gouvernement. Et chaque année, il est demandé à ce qu'on fasse de recrutement. Et même encore, si vous regardez sur toutes les chaînes possibles, il y a encore le communiqué du ministre de la fonction publique qui passe régulièrement, voulant recruter encore des enseignants pour toujours la même cause. Je crois qu'il y a toute une directive, tout un suivi qui est fait, c'est un mécanisme au niveau de ce système éducatif qui doit nécessairement aller vers ce résultat. Et vous le dites si bien, ce n'est pas la décision seulement du gouvernement, c'est la décision de nous, de vous enseignants, de nous parents d'élèves, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Oui, parce que l'enfant qui vient à l'école n'est pas seulement pour l'éducateur. L'enfant, c'est tout un système. Et les motifs ont été clairs. Si vous avez un enfant qui aime l'école, qui vient régulièrement à l'école, qui s'intéresse aux différents apprentissages qui sont donnés dans les différentes classes, il suffit de le suivre, il suffit de voir comment l'enfant réagit, il suffit de voir comment l'enfant au niveau des évaluations sommatives, des petites évaluations de groupe, etc., pour voir si l'enfant est capable d'assimiler. Et par conséquent, on pourrait... Maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi alors les parents qui vont inscrire leurs enfants à la maternelle, les enfants, automatiquement, on dit, il peut aller à la maternelle 2. C'est ça aussi le problème. Parce que lorsque un parent va inscrire son enfant à la maternelle, je ne crois pas que l'enfant ait eu déjà assimilé toute une évaluation, tout un apprentissage. Donc, je crois que c'est une question d'évaluation et à l'enseignant de jauger son enfant, son écolier dit, cet enfant, il a cette intelligence à aller et à affronter les différentes épreuves et qui vont être de mise. Le ministre a été... C'est comme ça que ça peut aller. A été suffisamment clair, a suffisamment expliqué le mécanisme. Il y a que aujourd'hui, les parents, et c'est là le gros, je pense, le gros du travail à faire, les parents ont une grande lot de responsabilité dans le suivi des enfants. Oui. Forcément, pour pouvoir accompagner ce résultat, parce que personne n'est heureux, content, aucun parent n'est heureux, content. Parce que son enfant redouble une classe. Non, classe. effectivement, je crois que c'est la responsabilité des parents qui est assez interpellée. Parce que, vous savez, l'enseignement public aujourd'hui, dans le secteur public, il y a beaucoup d'efforts, comme Mathieu le rappelait tantôt. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont en œuvre aujourd'hui pour pouvoir permettre à ce que, et même les parents le disent, il y a beaucoup, et les établissements privés sont en train de récolter le prix parce que par le passé, c'est les grèves, c'est par-ci, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et donc, tous les parents peuvent, s'il y avait disponibilité d'établissements publics partout, les parents ils le disent ouvertement que s'il y avait autant partout, on n'aurait plus de raison à mettre les enfants dans le privé. Et effectivement, par ces actions qui sont mises en amont, en aval, en œuvre pour qu'en aval, on vienne à la décision, par exemple, de faire passer les enfants comme les stipules. Parce que c'est aussi ça ce qui est fait. Et je crois que nous allons, je le disais tantôt dans la première prise de parole, que nous allons, à l'aune des expériences, lorsqu'on va poursuivre sur cette lancée, on va
d'ici là, encore faire le bilan et voir ce que vraiment, les corrections et pas nécessaires. effectivement, remarquer s'il y avait des couacs par rapport à l'application de ce communiqué, on pourra donc travailler. Et je crois que les parents ont grand intérêt à travailler parce que l'enfant réussit, l'enfant, s'il est bon, il est d'abord la propriété de ses parents avant d'être la propriété de la nation. Donc si votre enfant a brillamment les diplômes et tout, mais que sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel, ne pèse pas trop, ma foi, il n'y a pas matière. Avant que Donald, je vous en prie, avant que Donald ait la parole, c'est 30 secondes, je tiens à rappeler que le diplôme ne jauge pas un enfant. C'est pas le diplôme qui jauge un enfant. C'est pourquoi je mettais l'accent sur parce que le produit final. Vous avez dit qu'on verra sur le plan professionnel si son diplôme... Non, le diplôme aujourd'hui, c'est juste un parcours qui vous identifie. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Sylvain Ichou, il n'y a que aujourd'hui dans le système éducatif une raison fondamentale que nous devons savoir. Le premier d'une classe échoue à l'examen. Le premier d'une classe, très brillant. Moi, j'en ai eu en 2009, je crois, très brillant. C'était notre premier d'ailleurs, notre premier en classe de terminale. On est tous allés à l'examen, il a échoué. Avec 19, en anglais 19, en allemand 18, en anglais, etc. etc. Et puis là, il est 0 en mathématiques. Ce qui l'a fait échouer. Ce qui veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Et il faut que nous accompagnons ce gouvernement. Et tel que vous l'aviez dit, il faut d'abord mettre en expérimentation cette volonté du gouvernement. Absolument. Et je crois que c'est dans l'accompagnement, tous ensemble. Que nous... Et aucun citoyen béninois ne pourrait accepter que ce gouvernement échoue. Du tout pas. Ce n'est d'ailleurs pas ce n'est pas le souhait de personne ici, de personne ici sur le plateau, d'aucun citoyen d'ailleurs. Et les décisions, les autorités qui ont prises leurs décisions ont suffisamment réfléchi à la question, surtout avec le gouvernement actuel. Et donc, il faut un accompagnement. La suite, on apportera les corrections. Et je crois qu'elle sera bonne et avec le temps, on apportera les corrections pour que ça soit amélioré. Très bien. Nous allons passer... Mais quand même, permettez-moi de revenir très rapidement, en 30 secondes, par rapport à la responsabilité des parents. Pour la responsabilité des parents, aujourd'hui, Donald. On va toujours continuer par le dire, les parents ont l'obligation de suivre davantage les enfants. Absolument. Absolument. Et il faut les... votre enfant oui. Oui, et il faut les sensibiliser davantage. Mais il est indispensable de souligner un certain nombre d'éléments. Vous savez, le gouvernement fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'amélioration des conditions d'apprentissage, avec le recrutement d'enseignants, la construction de salles de classe. Mais je dis et je continue de le dire, c'est un travail dont les retombées seront constatées sur le long terme. Parce que ça a commencé par améliorer quand même les conditions d'apprentissage. Mais certes, il faut reconnaître que, quoi qu'on dise aujourd'hui, nous avons encore des effectifs pléthoriques dans des salles de classe qui ne permettent pas à ce que les enseignants aient véritablement l'œil sur tous les enfants pour faire véritablement le suivi. Dans ce pays, nous avons fermé des écoles normales de formation pendant des années avant qu'on les ouvre à nouveau. Et il y a des gens qui n'ont pas préparé ce cycle et ils sont rentrés dans le système. Lorsqu'on a fait... Est-ce qu'on n'en aura plus aujourd'hui? Non, on n'aura plus aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui continuent. Quand on a fait les évaluations diagnostiques, ça a révélé que le niveau de la grande masse n'est pas ce que ça devrait être. Oui. Du coup, il faut faire beaucoup de formation de recyclage pour les mettre à niveau. Donc, on devrait, ma foi, s'appesantir beaucoup plus sur ces éléments qui visent à améliorer les conditions d'apprentissage. Donald ne sont pas non, c'est des recommandations. Non, ça se fait déjà. Mais ça n'a pas encore vraiment pris parce que le gouvernement s'était en train de tout planifier parce que c'est aussi des moyens. L'autre chose aussi est que... Permettez pour qu'on gagne du temps, nous allons passer au second sujet parce qu'on risque de perdre tout le temps. Oui, c'est normal, c'est l'éducation. C'est la vie de toute une nation. Il faut conclure en disant que le gouvernement n'a pas un bâton magique pour rapidement corriger tous les tares qui se trouvent dans le système éducatif. C'est tout un système et c'est à chacun
de jouer sa part de responsabilité pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi du système éducatif. Parce que lorsque nous entrons dans ce débat-là, c'est un débat passionné, vous le savez, l'éducation, parce que c'est l'éducation qui est au cœur de tous les secteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun de nous doit accompagner le gouvernement et pour que la décision prise soit franchement une décision qui soit réalisée, qui impacte les différentes communautés. Dans sa mise en application. application. Très bien. Donald, si vous le permettez, nous allons évoluer pour gagner du temps. Nous allons parler à présent de la sécurité dans nos quartiers et villages. C'est une question qui préoccupe tout un chacun de nous, puisqu'il n'y a pas, ce jour on entend des braquages, des motos volées, des personnes braquées, des boutiques cambriolées, etc. Surtout dans nos localités, les coins reculés. Cette question de sécurité est l'affaire de tous et nous devons tous réfléchir sur la question, Sylvain Etchou. Oui, la sécurité, chacun est d'abord gardien de sa sécurité. Elle est individuelle avant d'être l'apanage des agents de sécurité. Et je crois que dans nos localités, il y a toujours, tel que vous le rappeliez, des cas de vol, des cas de vol de moto, des cas de braquage et tout. Bon, c'est vrai que les grands braquages, comme on apprenait par le passé, ne sont plus d'actualité. En tout cas, aujourd'hui, nous félicitons la police républicaine. Oui, la police républicaine, parce que je crois l'avoir dit sur ce plateau, une fois que ce qu'on a fait au niveau de la police et de la gendarmerie pour la fusion a été certainement le point qui a beaucoup plus travaillé à ce que nous ayons une certaine maîtrise de notre sécurité aujourd'hui. Et donc, tant qu'il y a toujours des cas de vol de moto, des cas de vol de scie, de moutons. Dans nos villages, c'est les cas de vol de moutons, c'est des petits vols, mais qui quand même constituent des nids d'insécurité. Et je crois que nous devons toujours travailler, toucher, qu'est-ce qui motive peut-être ces gens à s'adonner encore à ça. Lorsque vous appartenez à une république qui appelle tout le monde à travailler et que vous travaillez peut-être à arracher les biens d'autrui. Et donc, je crois qu'il y a un travail d'éducation qui doit se faire parce que lorsque le citoyen est instruit d'une certaine manière et qu'il a la main sur un travail qu'il fait ou bien sur une activité qu'il exerce, je crois qu'il y a quand même un effort pour maîtriser ce désir-là qui renvoie l'intéressé vers le bien de son prochain. Et donc, aujourd'hui, dans les grandes villes, nous avons une certaine maîtrise, mais je crois qu'on peut encore dire qu'il y a un peu de travail à faire. Et là, c'est beaucoup plus sur le plan individuel. Parce que on ne peut pas poster devant chaque maison un policier. Donc, il y a un travail personnel à faire lorsque vous avez des biens qui, quand même, attirent ces gens-là. Il faut pouvoir les sécuriser. Vous-même d'abord, pour pouvoir les sécuriser, histoire de ne pas trop attirer l'attention de ces personnes mal intentionnées sur votre bien. Et je crois qu'il y a un travail qui se fait. Et donc, nous allons espérer que, de façon individuelle, les Béninois puissent avoir la culture de la sécurisation de leurs biens matériels, de la sécurité de tout ce qu'ils ont comme propriété, histoire que on puisse calculer, on puisse quand même contrôler ceux qui ont malheureusement ce désir de prendre les biens d'autrui. Il faut saluer dans la même lancée ce qui se fait aujourd'hui, l'attaque qui est lancée sur la cybercriminalité aujourd'hui pour maîtriser, pour assainir ce secteur-là, de sorte que... On n'en parle presque plus, voilà. On en parle très peu. Très peu, voilà. Donc il y a quand même un travail qui se fait actuellement dans nos localités pour pouvoir donc déceler des maisons, ces jeunes-là, qui s'adonnent malheureusement à cette tâche-là, pour pouvoir donc qu'ils soient quand même orientés vers d'autres choses, parce qu'il y a assez à faire dans le pays. Dans le pays, oui. Donald, aussi la sécurité de nos quartiers, des villes, des villages, la sécurité ça fait l'affaire de tout le monde. Est-ce que la sécurité, par exemple, de votre localité, là où vous habitez, ça vous concerne? Comment voyez-vous, qu'est-ce qu'on puisse faire aujourd'hui pour que ça soit tranquille dans les quartiers, dans les rues, les villages, pour qu'on n'assiste plus à des cas de vol, de cambriolage, de braquage et tout?
Oui, je pense que c'est un défi de tous les jours. La sécurité n'est jamais acquise définitivement. Il faut reconnaître un peu comme Sylvain l'a souligné que à l'avènement de ce régime, il y a quand même un grand travail qui a été fait notamment dans les grandes villes pour maîtriser le grand banditisme parce que on a constaté la réduction des cas de braquage de banques, des grandes boutiques et aussi au cœur des marchés à travers des mesures qui ont été prises, à travers des systèmes d'intervention de la police qui ont été renforcés. Du coup, ça a réduit. Et quand on réduit le grand banditisme, c'est normal que ces grands bandits se réaillent dans les quartiers, dans les coins reculés pour toujours être en proie en quête de d'autres victimes. Et c'est ça qui a fait que le petit banditisme a pris un pas, surtout dans des zones reculées, dans les zones qui sont pas trop loin quand même des milieux urbains. Quand vous quittez, par exemple, Calavier, vous allez dans les arrondissements qui sont un peu à Kassato, Oueto et autres. Les gens vont se réfugier dans ces coins. Et du coup, il est difficile pour les citoyens qui sont dans ces zones, même de circuler déjà à partir de 22h, 23h. Ils ont peur pour leur moto, ils ont peur pour leurs bras. Vous voyez? Donc, ça pose un problème. Le citoyen a travaillé durement pour acquérir ses biens, mais il lui est difficile de l'utiliser comme il veut. Du coup, aujourd'hui, je pense que c'est vrai, il y a un effort qui est fait en termes de patrouille policière nocturne, surtout dans plusieurs zones, notamment au niveau des centres-villes. Mais on doit faire aussi un grand effort en ce qui concerne ces zones un peu reculées du centre-ville, là où ces bandits vont se réfugier et ils sèment la terreur. On doit renforcer les patrouilles policières dans ces zones pour quand même permettre aux citoyens de vaquer à leurs occupations, de retourner à la maison. La responsabilité du citoyen, oui, la responsabilité de moi qui ne sommes pas des agents de la voilà, police républicaine. C'est la collaboration surtout. La collaboration, quand c'est vrai que la police ne cesse de le dire, mais ce n'est pas encore une réalité chez nous. Les citoyens n'ont pas encore véritablement pris conscience de ce que c'est eux qui doivent donner l'information. Vous voyez, quand on voit des éléments suspects dans notre maison, le gars ne fait rien, il n'est jamais à la maison la nuit. Et c'est seulement le jour où il est là et c'est lui qu'on retrouve toujours avec des motos neuves. Personne ne sait ce qu'il fait. C'est suspect. Le citoyen doit être la première personne, c'est-à-dire le voisin doit être la première personne à être curieux. D'abord pour son propre bien d'abord. Parce que si tu as un voisin qui est suspect, alors ta sécurité est compromise, est menacée. Donc nous devons commencer par nous préoccuper de ça. Quand nous voyons des individus suspects, quand nous avons des informations, mais si ce n'est pas encore vrai, il faut quand même avoir quand même ce sens de responsabilité citoyenne pour aller quand même apporter l'information aux policiers pour dire dans ma maison il y a tel individu, je souhaiterais que vous menez des enquêtes sur lui. Ça m'inquiète et je pense que c'est un pas véritable à faire, que nous devons quand même aller, nous devons agir dans ce sens pour quand même aider les policiers à nous sécuriser. Très bien, Mathieu Bokor, aujourd'hui cette question de sécurité, parce qu'il faut mettre un accent particulier sur la décentralisation, c'est pas pour rien que le gouvernement travaille dans ce sens pour que les mairies, nos municipalités aient toute cette autonomie de fonctionnement, en tout cas des initiatives. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un travail à faire aussi au niveau de nos municipalités qui nous accompagner cette municipalité et la police républicaine? Avant d'en arriver à ce stade, c'est un travail de base, c'est un travail de quartier, parce que nous parlons de quartier. Ça concerne déjà les chefs quartiers. La municipalité délègue aussi ses pouvoirs aux chefs d'arrondissement, les chefs d'arrondissement qui vont déléguer ensuite aux chefs quartiers, ainsi de suite. Et je crois que lorsque vous êtes propriétaire de maison, il ne faut pas que l'argent prenne le dessus avec tout. Le loyer. Le loyer, en fait, c'est rien que ça. Rien que ça. Puis, à la date 5, déjà. Même pas la date 5, en fait. Quand l'individu vient, il verse pour un an, bravo, on prend. L'individu qui vient et que votre chambre, peut-être, vous voulez la louer à 20 000, l'individu vous dit qu'il va vous donner 30 000 et vous paie même un an de loyer.
Il vous verse, c'est 1 an, alors que l'individu, vous-même, vous êtes conscient en tant que propriétaire que l'individu ne fait absolument rien. Du matin au soir, il est toujours là, dans sa chambre fermée, où il commence par côtoyer des amis suspects. Et vous savez, il y a des gens aujourd'hui très suspects. Vous les voyez vous-même, vous vous demandez si c'est... Franchement, ils viennent d'une famille responsable, avec un physique pas possible. Tout ce que vous voyez en eux inquiète. Et ça pose problème en tant que propriétaire. Si je suis propriétaire, moi, je n'accepterai pas cet argent. Je ne vais pas louer à cet individu-là. Et ensuite, ça part de là. L'individu qui camoufle son locataire suspect. Et la nuit, le locataire sort. Son objectif, c'est qu'à la fin du mois, lui puisse avoir toujours son pécunier pour suivre avec sa famille. Ce qui pose problème. Vous sortez d'un quartier, vous voyez toujours des jeunes. Entre 9h et 22h, c'est eux qui jouent des cartes, des ludos, sans rien faire. Oh, les cafétérias. Des cafétérias. Ils sont toujours là, regarde. C'est les groupes de regroupement. Les quartiers généraux. Ou bien ce n'est pas qu'on fait de la contre-publicité à quelqu'un ici, mais vous allez voir des gens se retrouver autour des petits cafés. Et puis voilà, ils sont là, toujours avec leurs collègues en maillot jaune, et c'est eux qui sont toujours en maillot jaune. Ah oui, attention. C'est eux qui sont toujours en maillot jaune, sans numéro, souvent. Et ils vont toujours vous aider à vous raccompagner la nuit, alors que c'est eux qui sont franchement les véritables suspects. Je crois que tel que Etchou et Donald l'a dit, c'est une question individuelle, que chacun doit travailler à son niveau pour pouvoir faire regresser ou repousser cette insécurité de notre quartier, parce qu'il suffit que lorsque vous voyez un suspect, lorsque vous-même vous voyez qu'il y a quelqu'un la nuit, vous voulez rentrer dans votre rue et que la moto vous rentre encore dans votre rue avec vous, faites demi-tour ou garez quelque part afin d'éviter cela. Cela va nous permettre à chacun de nous de ne plus tomber dans le piège de ces bandits. Et je crois que la police républicaine, telle que vous le dites si bien, fait déjà un grand effort. Et le gouvernement accompagne cette police pour pouvoir mener à bien sa mission ou ses missions. Il n'y a même pas cette semaine où vous n'allez pas entendre que la police a abattu. Oui, à tel ou tel endroit. Lorsque, oui, c'est à encourager. Parce que ces individus de mauvaise foi qui n'ont pas le souci de leur ils n'ont pas pitié de leurs concitoyens, parce qu'il suffit que ça soit votre moto qu'on vous prend et on vous tire dessus et on prend la moto sans se soucier qu'il y a toute une famille derrière cet individu. Aujourd'hui, on voit la police, on tire avec une arme artisanale sans comprendre que les autres sont des professionnels. Il y a légitime défense et la police prend ses responsabilités. Je crois qu'aujourd'hui, avec ça, ces bandits aussi vont comprendre que la chose a changé depuis 2016, les conditions ne sont plus les mêmes, et aujourd'hui, pour mieux sécuriser les choses, il faut que la police chaque fois renforce. Et ce renforcement passe aussi par ce recrutement très bientôt de 500 polices. Et je crois qu'encore avec cette vague qui va venir, franchement, si nous allons continuer d'ici 5 ans, le Bénin, même si on ne va pas enregistrer une sécurité zéro, le Bénin fait déjà de son mieux en matière de sécurité. Oui, Donald, vous avez... Oui, c'est que les patrouilles policières nocturnes soient renforcées, surtout dans les zones reculées, c'est très important pour démanteler, d'abord pour dissuader, d'abord c'est le premier objectif, dissuader ces éléments qui sèment la terreur, et puis s'intéresser beaucoup plus au QG, parce que ceux qui commettent ces forfaits, c'est après avoir consommé des produits très peu recommandés, ils se retrouvent dans des états donnés, et quand ils veulent agresser des gens, ils ne se soucient plus de juste prendre le bien, mais ils portent à tête même à la vie de l'individu. Du coup, il faut aller démanteler ces QG où les gens vont quand même consommer régulièrement ces produits, et puis
en même temps, ils constituent une menace pour la société. Je pense que la police doit intensifier cette opération et nous allons donc inviter nos concitoyens à beaucoup plus collaborer, à faire beaucoup plus de dénonciations. Aujourd'hui, nous avons un numéro vert qui marche. Il faut sans hésiter taper ce numéro pour collaborer, pour donner des informations utiles pour notre sécurité et pour la sécurité de nos Est-ce qu'il vous est arrivé un jour, Donald, de signaler, d'aider la police, d'apporter des informations aux agents de sécurité par rapport à des cas suspects dans votre localité, par exemple? Bon, pas pour le moment, mais dès que je serai sur des cas, je n'hésiterai pas. Très bien. Oui, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Vous l'avez dit dans l'intitulé du sujet. Et je crois que chacun... Il y a d'abord que c'est une pratique. C'est une pratique que nous devons travailler nos concitoyens à avoir. Et Mathieu l'a dit tout à l'heure, le cas, par exemple, qui concerne les propriétaires de maisons. Effectivement, il n'y a pas encore cette culture-là chez nos parents propriétaires de maisons, quitte à ce que de savoir à qui est-ce que je loue ma maison. Et aussi, ce qui est recommandé, c'est que lorsque vous avez un locataire, vous devez signaler sa présence auprès de votre chef quartier. Normalement, c'est ce qui se faisait. C'est ce qui doit se faire normalement. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il suffit que l'individu vienne avec l'avance et il intègre la maison. Donc, il y a... Et là, les municipalités, les chefs quartiers... Et donc, je voudrais venir sur le point de votre question qui renvoyait de responsabilité vers les communes, les municipalités. Et je crois qu'au sein de nos communes, il y a toujours des commissions qui sont chargées de la sécurité au sein de nos communes, au sein de nos arrondissements et de nos villages et quartiers de ville. Je crois qu'il y a donc responsabilité qu'on doit rappeler à ces commissions-là, histoire qu'on n'attende pas la police républicaine forcément, mais plutôt que ces conseils, ces commissions-là au sein de nos communes puissent identifier des missions assignées au chef quartier, au chef village, histoire que le travail qui se fait au plan national par la police puisse descendre un peu dans nos quartiers et villages. Et donc, quand je viens sur ce point, je fais allusion à ce qui se faisait par le passé où on montait des gardes au sein de nos villages, au sein de nos rues, qui ont montré leurs limites. Qui ont montré leurs limites, malheureusement. Mais je crois qu'on peut réchauffer le système et voir ce qui quand même apporté assez de fruits aussi. On peut réchauffer le système et voir ce qui est possible, ce qui est faisable et dans quelle mesure cadrer ça, histoire qu'on puisse avoir la police n'est pas dans les villages, la police n'est pas dans les rues, les plus reculées. Donc, des jeunes sont disponibles et que de bonne foi sont disponibles pour le travail. Je crois qu'on doit quand même réchauffer ce système-là, cette manière de faire les choses qu'on faisait par le passé, mais qui a été gangrénée par ce qu'on sait. Et donc, on doit pouvoir travailler un peu ça pour voir ce qui est faisable, histoire de continuer à monter ces gardes-là. Parce que lorsque vous venez la nuit et que il n'y a rien, l'individu, ceux qui veulent vous faire mal, savent qu'il n'y a personne, il n'y aurait personne sur la route. Je crois qu'ils ont une certaine facilité à commettre leurs forfaits. Donc, que les commissions réfléchissent à ce qui serait faisable dans nos localités pour pouvoir nous sécuriser les individus. Mathieu Bougon. Oui, il a su bien dit, il y a que les commissaires doivent collaborer avec les chefs quartiers. Les chefs quartiers doivent remonter les informations vers les chefs d'arrondissement, ainsi de suite vers le maire vers le directeur départemental. C'est tout un système qui doit travailler ensemble. Et je crois qu'en matière de sécurité, nul n'est indispensable. Tout le monde est concerné. Et pour pouvoir bouder hors d'état de nuit, cette pratique ou ce phénomène qui s'enregistre au jour le jour. Et je crois que le phénomène de l'insécurité aujourd'hui, c'est presque dans tous les quartiers. Il suffit même que vous-même vous oubliez votre porte la nuit et que l'individu viendra même jusqu'à votre chevet prendre votre portable, votre ordinateur et tout, et repartir. Et sans que vous-même vous ne sachiez, on ne sait pas quelle alchimie. Ils ont cette manie de pouvoir voler. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça c'est encore autre chose. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que chacun soit prudent, chacun veille à sa propre sécurité et que nous soyons franchement très vigilants lorsque nous sommes sur la voie et que nous regardons à chaque fois dans notre rétroviseur. Si nous voyons un cas de suspect, nous pourrions prendre nos responsabilités et pouvoir s'arrêter afin que nous remontions l'information vers la police républicaine qui pourrait agir.
Et nous saluons déjà tout ce qui est fait jusque-là, le gouvernement, la police républicaine, le travail qui est fait, des foyers, des nids de braqueurs qui sont en train d'être démantelés. Nous encourageons donc la police et invitons tout le monde à accompagner cette action. C'est l'affaire de tous, la sécurité. Ainsi prend fin la causerie de ce matin. Mathieu Boucaud, merci d'être là. Donald Arossi, merci de répondre toujours à notre invitation. Sylvain Ichou, merci à vous aussi. Le meilleur reste à venir. Nous allons prendre congé de vous, le temps de nous apprêter pour demain matin. Mais en attendant, prenez toujours du plaisir sur les programmes de ETélé.